Hier soir, on a vécu une soirée folle en Ligue des Champions et dans l'As Sport, on va vous décrypter toute l'actualité sportive. Aujourd'hui, on sera que Elias et moi. Malheureusement, Arthur n'a pas pu se rendre disponible, mais on va vous parler de ce multiplex de folie. On va vous parler de l'Open d'Australie et on va commencer tout de suite. Elias, on va parler de l'Olympique de Marseille qui a été le fiasco français. Exactement, Zéphyr, c'était vraiment l'info d'hier, l'Olympique de Marseille éliminé de cette Ligue des Champions. Et vraiment, c'est une soirée totalement dingue qui est rentrée dans l'irrationnel. Concrètement, là, vraiment, on a vécu quelque chose d'historique. C'est du jamais vu pour l'Olympique de Marseille. On pensait qu'ils étaient qualifiés malgré leur total débâcle. D'ailleurs, on va revenir sur leur prestation qui est littéralement cataclysmique côté marseillais, mais on dirait qu'ils ont provoqué l'histoire, qu'ils ont provoqué ce coup du sort, qu'on a l'impression que ça arrive une fois tous les 100 000 ans, tellement c'était improbable hier, Zéphyr. Je vais te laisser commencer sur le sujet. Donc ouais, l'Olympique de Marseille qui s'est fait éliminer de la phase de Ligue, premier club français de la nouvelle formule à être éliminé. Brest y est passé et eux ils sont passés directement dans le top 8 il me semble, ou dans le top 16 je ne sais plus exactement, mais ou dans le top 24. Mais en tout cas, c'était vraiment une soirée de dingue et l'Olympique de Marseille a déçu, j'ai l'impression, tout le football français. C'est vraiment le fiasco, la blague du football français, l'Olympique de Marseille hier, avec cette prestation cataclysmique qu'ils nous ont pondu contre Bruges. C'était vraiment désastreux de leur part, Zéphyr. J'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que vraiment, il y en a des choses à dire et il y a vraiment. Voilà, j'ai l'impression qu'avec ce club, on n'est pas au bout de nos surprises et on sera jamais au bout de nos surprises. C'est même pas surprenant ce qui s'est passé hier. Et en fait, mathématiquement, ça faisait une semaine que tout le monde disait il n'y aura qu'un seul point à prendre contre Liverpool et Bruges réunis pour passer. Au final, on disait un seul point suffirait, même perdre les deux matchs, ça suffirait peut-être. Et au final, bah, perdre, ça aurait été bon, mais pas perdre comme ça. Là, Marseille a fait un non-match. Roberto De Zerbi a fait une fois de plus du Roberto De Zerbi en alignant une 30e compo de suite depuis le début de la saison avec un 11 titulaire différent. Ça, je me demande pourquoi. Enfin, un peu de continuité, s'il vous plaît, monsieur De Zerbi. J'arrive toujours pas à comprendre. Et on avait des joueurs qui n'ont pas répondu présent. Il n'y a eu aucun semblant de révolte, aucune. C'est une débâcle, c'est terrifiant. L'OM qui a pris deux buts en 11 minutes et en deuxième mi-temps qui n'a pas non plus assuré, malgré quelques tentatives maigrelettes avec Greenwood qui portait quand même ses Olympiens. Mais c'est terrible. Il y a eu un non-match et Elias, un truc qui m'a semblé fascinant, l'OM perdait 3-0 à la 90e minute, n'avait aucune assurance d'être qualifié et elle savait que sur deux autres terrains pouvait encore être éliminé par un but de Pafos ou par un but de Benfica. L'OM qui fait quoi? L'OM joue la montre. Elias, j'aimerais voir ton point de vue sur. Bah, on est clairement sur une faute professionnelle, Zéphyr, là. Pour le coup, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est le seul mot qui décrirait la soirée qu'a fait Marseille hier. On a vu des joueurs, mais vraiment, qui sont rentrés dans un match. J'étais devant le multiplex, je vois deux premiers buts, ils sont pour Bruges, ils sont à Bruges. Et je me dis, mais là, les Marseillais, ils sont en train de faire un non-match. C'est pas possible d'aborder une soirée avec une telle échéance, se qualifier pour la première fois depuis je crois, 2011-2012 dans une phase à élimination directe en Ligue des Champions. C'est vraiment l'histoire qui était en marche aujourd'hui. Et pondre une prestation comme ça, que ce soit du coach, parce que c'est pas le seul responsable, Roberto De Zerbi hier, hein. On a bien vu que les joueurs étaient vraiment peu impliqués et ils mettaient tellement peu d'envie sur le terrain, peu d'agressivité. Ils se faisaient marcher dessus par ce club de Bruges, qui on le savait d'ailleurs. Bruges est une équipe très difficile à manier en Champions League, surtout à domicile. Donc le Barça, on l'a vu, contre Monaco au premier match, 4-1, c'était rangé. Voilà, et là, ils ont pris la foudre de Bruges. On savait que dans les premières minutes, ils allaient impacter, ils allaient mettre de l'agressivité. Et derrière, rien du tout côté Marseille. Et comme tu l'as dit à la fin du match, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rien fait du tout, ils ont rien proposé. Ils se sont dit, on va être attentiste, on va même pas essayer d'aller chercher le goal average, la différence de but, parce que c'est ça qui a fait tout basculer au final. Et a posteriori, peut-être que ça aurait été la bonne décision de pas s'exposer pour en prendre un quatrième, peut-être. Mais on voit bien que, en fait, en Ligue des Champions, si tu ne joues pas ton coup à fond, tu es mort. C'est mort pour toi. Si tu vas pas aller chercher tous les buts comptent dans cette nouvelle formule. Il y a le goal average, tous les buts comptent. On l'a bien vu hier. Et j'aimerais qu'on revienne, bien évidemment, au-delà de la performance de Marseille qui est totalement catastrophique, quand même d'un truc historique. Un gardien qui marque à la dernière minute pour un club pour faire basculer l'OM hors du top 24.
et pour faire basculer son club dans le top 24. C'est quand même un scénario qui, honnêtement, les plus grands amateurs de prédiction, de voyance, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est n'importe quoi. Zéphyr, je veux ton avis là-dessus. Mais en fait, on a l'impression que limite, c'était écrit pour Marseille. Moi, mon copain l'avait annoncé hier chez moi, il avait dit, bah, le goal, il va marquer. Là, ça se sent, je sais pas, on le sentait. Il y a des choses comme ça dans le foot, on les sent. Et c'était ce qui s'était passé hier, Zéphyr. J'aimerais un peu avoir ton avis là-dessus. C'est quand même irrationnel ce qui s'est passé hier sur le terrain de l'Estadio de la Luz à Benfica. Après, pour revenir quand même, c'est que l'OM aurait pu passer même en faisant une soirée catastrophique. L'OM aurait pu passer parce que Benfica, même en gagnant 3-2 contre le Real, ça ne suffisait pas. Alors que c'était une telle surprise que c'était tellement inattendu. Et au final, oui, tu l'as dit, Elias, c'est le goal qui a permis à Benfica de gagner 4-2 et d'avoir une différence de but de -2. Et l'OM avait une différence de but de -3. Mais la question, c'est pourquoi prendre ces 3 buts et pourquoi ne pas en prendre qu'un? Pourquoi ne pas avoir fait un semblant de match au moins à Bruges? Bruges qui a été quand même sous-estimé par les Marseillais, sous-estimé depuis des semaines en disant c'est Bruges, on va gagner, c'est une équipe belge, ils sont pas dans le top 5 européen. Mais à l'arrivée, c'est Bruges qui jouera les barrages et l'OM qui restera à la maison à profiter de la Ligue 1 et de la Coupe de France. Enfin, c'est quand même désolant de voir encore une fois l'OM faire ça. Parce que tu l'as dit, Elias, c'est plus surprenant. On a l'habitude de voir l'OM et il y a 3 ans, c'était Kolasinac qui avait raté la tête pour permettre à l'OM de continuer en Europa League à minima ou en Ligue des Champions. Et ils s'étaient sabordés à la fin en attaquant trop. Là, ils n'ont pas attaqué, mais au final, ça leur a pas servi de leçon non plus. C'est à chaque fois du négatif au moment où l'OM doit réaliser le plus dur, c'est-à-dire au moins tenir. Et là, bah, ils n'ont pas tenu et ça, c'est l'OM, c'est quand même catastrophique. Après, pour en revenir, c'est ce que je te l'ai dit, Elias, c'est que c'est un concours de circonstances. Jamais on pouvait imaginer que le Real perdait et jamais on n'aurait pu imaginer que le Real aurait autant aidé Benfica. Le Real prend 2 cartons rouges dans le dernier quart d'heure, 2 cartons rouges à la fin de match, et on a quand même un Real, Elias, qui défend avec 5 joueurs contre 10 Lisboètes. Je sais pas si tu as vu sur le dernier coup franc, il y a Mbappé qui reste devant, un joueur dans le mur et un autre qui reste aux aguets. Parce que eux, ils espéraient marquer un but pour revenir dans le top 8. Mais là, le Real qui fait aussi une faute professionnelle en donnant le match comme ça, la fin de match comme ça à Lisbonne. Et à l'arrivée, on voit un Real qui, malgré Mbappé hors norme, on a vu Mbappé qui a marqué 50%. Elias, j'aimerais qu'on revienne quand même sur Rabeola et le Real quelques minutes, mais 50% des buts de Real depuis le début de saison, et un Real qui est quand même pas très glorieux. Enfin, on a un Real qui est même pas dans le top 8 en Ligue des Champions, on a un Real déjà éliminé de Coupe du Roi, on a un Real qui est pas premier en Liga. C'est terrible, Elias, le Real cette année. Bah ouais, comme tu l'as dit, pour revenir sur tes propos, bah, le Real, c'est totalement désastreux la performance qu'ils ont sortie hier. Et en fait, bah voilà, ce but du gardien est la résultante d'un match totalement raté de la part du Real. Et moi, de ce que j'ai revu, de ce que j'ai lu par rapport à ce match, c'est que en fait, bah, le Real, s'ils en prennent deux ou trois de plus, bah, c'est pas choquant parce que Benfica, ils avaient leur va-tout à jouer et on a l'impression que le Real, bah, comme Marseille, mais dans une proportion bien moindre, parce qu'eux, ils étaient déjà qualifiés, et ben on a l'impression qu'ils sont pas allés chercher le top 8. Et pour le coup, Arbeloa n'a pas fait de la communication comme Luis Enrique avec le PSG en disant que bon, faire le top 24, c'était quand même bien, et faire le top 8, il y avait quand même des désavantages selon lui. Non, là, clairement, le Real, ils ont vraiment pas joué leur chance. Et c'est terrible pour le Real parce que, je rappelle, hein, 2 années de suite où le Real ne fait pas top 8 quand même. Et pour une équipe du standing du Real, même si on sait que le top 8 n'est pas une condition sine qua non à la victoire, eh ben quand même, c'est totalement, ça fait tâche quand même de pas faire top 8, sachant que quand même tu étais devant le Barça avant le match, que les prédictions normalement te prédisaient une place dans le top 8 quasiment assurée, devant le Barça, devant ton rival, et là encore, tu régresses, t'es derrière, et tu prends en fait ce match, mais vraiment qui est totalement désastreux de la part du Real. Et, ouais, c'est totalement désolant de les voir comme ça. Et quand, cette stat, 50% des buts marqués par Mbappé. Je crois que l'ampleur de la stat pour un club dimensionné tel que le Real, je crois que c'est du jamais vu qu'un attaquant marque autant de buts et que derrière toute l'équipe soit cantonnée à que deux trois buts par-ci par-là. Voilà.
Il y a vraiment une Mbappé dépendance. On le répète depuis le début de la saison ici dans la zone sport. C'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Et toi, tu le répètes, et à juste titre d'ailleurs, qu'il y a une Mbappé dépendance. Et là, ça se voit encore plus avec cette stat qui est totalement effrayant. Mais ne nous attardons pas que sur ces matchs de Marseille, de Benfica et du Real Madrid. Il y a quand même des clubs, un pays qui rayonne dans cette phase de ligue, et c'est les clubs anglais. Et les clubs anglais, c'est totalement terrifiant. Tu as 6 équipes qui sont dans le top 11. Les 6 équipes anglaises sont dans le top 11 et tu en as 5 dans le top 8. C'est vraiment une suprématie de la première ligue. Vraiment, on n'a jamais vu ça, je pense. Et je ne sais pas si on reverra ça avec un autre pays. Zéphyr, est-ce que tu peux nous en parler vraiment de cette domination, de cette hégémonie des clubs anglais de la Première Ligue qui montre encore pourquoi c'est le meilleur championnat du monde à l'heure actuelle? Après, il y a un début d'explication qui a été donné sur Canal hier, c'est que les clubs anglais ne pouvant pas s'affronter entre eux, étant donné que c'est le meilleur championnat du monde, ça favorise leur chance d'être dans le top 8, parce que du coup, comme ils sont énormément nombreux, il y a les autres clubs qui vont forcément presque jouer deux pays anglais. Genre, là, on a vu Paris en jouer deux, il me semble. Oui, 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 l'OM en a joué au moins un, Monaco en a joué au moins. Tous les clubs jouent, Monaco en a joué deux même, ils ont joué Man City et Tottenham. ouais. Tous les clubs jouent du coup forcément beaucoup de clubs anglais, ce qui crée en quelque sorte un déséquilibre. Mais oui, on a une Angleterre qui rayonne, Arsenal qui a réussi le Grand Chelem. Là où Liverpool avait pêché l'an dernier, ils ont fait 8 victoires en 8 matchs, c'est juste phénoménal. Alors qu'ils avaient de très très gros matchs quand même. Ils ont joué le Bayern notamment, qui est le Bayern très 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 en forme aussi cette saison. On a quand même une. Derrière, on a Liverpool qui suit à un niveau qui est juste bon. En Ligue des Champions, ça fait le taf. Malgré un championnat une crise, en Ligue des Champions, ils font très très bien l'affaire Liverpool. Derrière, Tottenham, qu'on attend pas forcément si haut, parce qu'en championnat, ils sont 14e, et là, ils sont 4e de Ligue des Champions. Donc, on a quand même déjà 3 équipes sur 4 qui profitent d'un avantage du terrain. On le rappelle, l'avantage du terrain, c'est pour ceux qui sont entre premier et quatrième. Les 4 premiers auront au moins jusqu'en quart de finale euh, le retour à domicile, s'ils sont encore en quart de finale. Et pour les 2 premiers, c'est jusqu'en demi-finale. Donc on aura un club anglais qui profite jusqu'en demi-finale et on aura 2 clubs anglais qui profitent jusqu'en quart de finale. C'est juste phénoménal ces clubs anglais. D'ailleurs, on a City dans le top 8, Chelsea dans le top 8 et il y a Newcastle qui est quand même juste derrière, tu l'as dit Elias, top 11. C'est énorme, ils n'avaient pas forcément les calendriers les plus faciles. Oui, ils ne se jouaient pas entre eux, mais Newcastle a joué le PSG, Tottenham a joué le PSG qui était censé être l'adversaire imbattable. Et pourtant, on a tous ces clubs anglais dans le top 8. Donc, c'est 5 sur 6 anglais dans le top 8. Donc, c'est une rayonnance, Elias, c'est quand même fabuleux. Bah, exactement. Et moi, j'aimerais revenir voilà, sur des clubs comme Tottenham, comme Liverpool, qui sont vraiment quand même en crise identitaire dans leur championnat respectif, enfin dans leur championnat domestique. Et là, en Ligue des Champions, ils montrent que voilà, c'est une autre compétition, c'est quelque chose d'autre. Voilà, il y a une autre dimension à prendre en compte en Ligue des Champions. Et on l'a vu hier, Liverpool contre Karabag, c'est 6. Voilà, c'est rangé, c'est 6-0. Il n'y a pas de vague, alors que Chelsea contre Karabag, on l'a bien vu, ils ont eu des difficultés, hein. Je crois que ça a fait 2 partout, il me semble, à l'arrivée, avec une équipe de Karabakh qui vraiment refuse pas le jeu. Mais là, ils se sont fait punir instantanément. Et derrière, Tottenham est aussi allé s'imposer contre des grosses équipes, malgré leur défaite. On s'en souvient 5-3 dans un match très spectaculaire contre le PSG. Voilà, ils ont fait le job dans leurs autres matchs. Et voilà, c'est ça. Les équipes anglaises, voilà, ils font leur job dans leurs autres matchs, comme à l'inverse, par exemple, du Real, du PSG, on peut les citer hein, clairement, de l'Inter, il me semble, qui n'est pas dans le top 8, voilà, comme l'année précédente. Donc ouais, les clubs anglais font le job et ils le font bien. Et même malgré le fait qu'ils soient vraiment un peu déficitaires dans leur championnat. Donc ouais, une phase de ligue vraiment à rebondissement, en plus avec ce multiplex hier. Mais passons cette page foot, parce que là, demain, on a des matchs d'anthologie qui nous attendent en Australie, à Melbourne, pour ce dernier carré de ce tournoi du Grand Chelem qui s'annonce vraiment bouillant. C'est la première fois depuis assez longtemps, il me semble, qu'il y a les 4 têtes de série qui se rencontrent dans le dernier carré.
Alcaraz, Zverev, 1 contre 3 et Sinner Djokovic 2 contre 4. Donc, Zéphyr, j'aimerais bien un peu voir tes avis, tes visions sur ce qui va se passer cette nuit et demain matin. Ça s'annonce d'être grand parce que l'Open d'Australie nous a clairement déçus en termes d'excitement, en termes de gros matchs, en termes de blockbuster, entre les abandons de Musetti, les matchs à sens unique, d'un côté. Notamment, notamment avec Sinner et Alcaraz qui roule sur tout le monde. J'aimerais avoir un peu tes impressions sur les matchs de demain. Est-ce qu'on peut avoir les gros matchs enfin dans le dernier carré entre les quatre meilleurs joueurs du monde? J'ai l'impression que tu n'es pas optimiste. Bah, tu l'as dit, peut-être enfin des matchs bouillants. Non, je l'annonce ici. La finale sera telle qu'on l'avait annoncé avec Arthur. Sinner Alcaraz, et c'est là où mon tennis devient bien triste en ce moment, c'est que je suis dans un tel désespoir devant les matchs. J'ai regardé le Shelton Sinner, mais c'est juste devenu triste. On sait que quand Sinner décide de jouer, en fin de set, hop, il fait le break, c'est plié, 6-3, 6-4, 6-4, c'est fait. Il n'y a plus de concurrence tennistique. Sinner et Alcaraz raflent tout sur leur passage. Et demain, Sinner est capable de terrifier Djokovic, hein. Djokovic qui était désastreux contre Musetti. Euh, bon, Sinner n'est pas non plus le plus en forme depuis cet Open d'Australie, mais moi je vois bien Sinner éclater Djokovic. Euh, Ils sont juste stratosphériques. La violence de balle qu'Alcaraz a réussi à infliger à Dominor, la violence de balle que Sinner a réussi à infliger à Shelton, pour moi, à part les finales, je vois pas où on pourrait trouver de l'amusement dans ces grands chelems en ce moment. Il faudrait que l'un des deux soit vraiment atteint d'une gêne musculaire pour avoir un peu de suspense. Mais il faudrait des conditions, bah voilà, il faudrait du soleil pour que Sinner soit empêché par ce soleil et que Novak puisse peut-être espérer quelque chose. Mais non, pour moi, Elias, ce ne sera pas des demi-finales bouillantes. Et on a un Open d'Australie bien triste parce que même chez les dames, on a bah, que des matchs en 2-7 gagnants, 2-7-0. C'est triste, il n'y a pas de suspense. Le tennis qui est un sport de suspense, bah zéro. Cet Open d'Australie est le premier gros tournoi, premier événement de la saison qu'on attendait. Bah, pour l'instant, c'est bien triste. J'aimerais ton avis, Elias, sur ces demi-finales, mais moi, je suis très déçu de cet Open d'Australie et je n'ai pas d'espoir, à part une finale en 5-7 entre Sinner et Alcaraz, d'un match qui pourrait me ravir et me rendre waouh du tennis. Mais là, je, je n'attends rien de Sinner Djokovic et rien de Alcaraz Zverev. Ils sont trop forts. Ah, écoute, je ne vais pas paraphraser ce que tu as dit, puisque moi, c'est exactement l'avis que je partage avec toi. Sinner et Alcaraz, ils sont juste sur une autre planète, hein, et encore plus Carlos Alcaraz, j'ai l'impression sur ce tournoi. Le gars, il est en mission. Il est en mission. Il a annoncé sa volonté d'aller gagner ce grand chelem. Et moi, j'y croyais pas, tu vois. Je voyais pas la finale Carlos Alcaraz, Yannick Sinner. Je voyais que l'Italien en finale. Et là, il me fait clairement mentir sur le niveau de jeu. J'ai regardé, j'étais en cours, mais peu importe. Il fallait que je regarde ce match de Minor Alcaraz. Et honnêtement, ils m'ont régalé. Sur le premier set, pour le coup, je pensais que ça allait être accroché. Là, je pensais qu'il allait avoir un blockbuster. Je pensais que j'allais en tenir mon match frisson. Mais non, il n'en a rien été, puisque dans les points importants, dans les moments chauds, les deux, ils arrivent à se sublimer. Ils ont une gestion de leur temps faible. Quand Alcaraz, il donne beaucoup trop dans le match contre Dominor, il arrive à se remobiliser et derrière, il fait les breaks au bon moment. On sait qu'à un moment, voilà, ils vont faire les breaks à 5-5, à 4-4. Dans les moments chauds à 5-4, service adverse, voilà, on sait qu'à un moment, ils vont appuyer sur le pied sur l'accélérateur et l'adversaire, il sera totalement à court de solutions. Et, euh, et ouais, comme tu l'as dit, moi je suis grand supporter de Djokovic, mais à un moment, je ne peux pas me voiler la face. Sinner va gagner en 3-7 même. Je ne vois aucun suspense dans ce match. Djokovic contre Musetti nous a vraiment énormément inquiété. Il n'a pas joué un match depuis son troisième tour contre Botic Van de Zandschulp. Avec tout le respect que j'ai pour Botic, qui a battu il y a 2 ans Alcaraz à l'US Open au 2 ou troisième tour, il me semble. Voilà, c'est pas des adversaires du calibre de Sinner. Et là, le gap, il va être gigantesque. Djoko, à mon avis, va se prendre une claque. Mais peut-être le match le plus serré qui peut peut-être nous donner un espoir, c'est Alexander Zverev qui a déjà battu Carlos Alcaraz à l'Open d'Australie il y a quelques années. On se souvient que quand même, il l'avait énormément dominé. Mais là, c'est un nouveau Alcaraz. C'est un Alcaraz new Generation. Le mec, il est concentré de A à Z. Il ne perd plus un set. Il est sur une autre planète. Et ouais, malheureusement, triste à dire.
mais on voit la réalité en face. Le seul moyen de kiffer lors d'un tournoi du Grand Chelem, c'est de se donner rendez-vous en finale, mettre son réveil le dimanche à 9h30, le dimanche à 15h pour la France, à 15h également pour l'Angleterre et à 23h pour les États-Unis, et de se réveiller devant le match Carlos Alcaraz, Yannick Sinner. C'est le seul moyen de kiffer un tournoi du Grand Chelem, parce que sinon, rien ne nous est proposé sur les tours précédents, à part le JA Wawrinka, mais sans ce match, c'est rideau. Il y a du néant. T'as l'impression que le vent a soufflé, on entend les mouches voler. Il n'y a même pas d'excitation. On espère vraiment des demi-finales de haut niveau, mais on ne les voit pas dans la zone sport. Zéphyr et moi, on ne les voit pas. Donc j'espère que demain au réveil, on nous fera mentir. Mais et voilà, malheureusement, même chez les dames, tu l'as dit, Rybakina et Sabalenka ont roulé sur la concurrence. Elles ont roulé sur Svitolina et sur Pegula respectivement. Voilà, c'était un peu mon mot de la fin, notre petit coup de gueule à nous sur ce tournoi de l'Open d'Australie, Zéphyr. Je te laisse finir, je te laisse terminer ce podcast en beauté. Voilà, juste pour vous dire que j'ai tellement mal à mon tennis et à mes grands chelems que j'en suis plus hype que la semaine prochaine. Je vais passer presque toute la semaine au tournoi à Montpellier, à la TP 250 de Montpellier. Je vais aux qualifications, je vais peut-être voir Moïse Kouamé. Ça m'emballe plus que voir une demi-finale de grand chelem. C'est tellement triste, mais là, on espère tellement qu'il y ait des petits poulains français qui explosent, un Moïse Kouamé qui est en grande forme depuis le début de cette saison, que tout ça me fait un Arthur Fils, le retour d'Arthur Fils, peut-être à Montpellier. S'il n'annonce pas son forfait, j'espère de tout cœur le revoir. Ce serait vraiment beau. Après, presque plus d'un, plus de 6 mois sans jouer, ça me ferait très très plaisir, mais j'attends que ça pour me régaler au tennis. Mais là, c'est une tristesse. Donc voilà, on voulait vous parler de ça avec Elias. Écoutez, merci de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous pour débriefer les championnats domestiques ce week-end avec de bonnes affiches, notamment un Man City Tottenham. Elias, prépare-toi, mais tu vas serrer les fesses, je pense. Ouais, ouais, c'est clairement ça. Et demain, rendez-vous dans l'après-midi, on ne sait pas quand, pour le desk qui vous résume les demi-finales de l'Open d'Australie. On espère un desk plein de rebondissements, des matchs plein de rebondissements. Donc à bientôt et à ce week-end pour, voilà, comme tu l'as dit, les championnats domestiques et des gros matchs. Encore une fois, on vous débriefera tout ça dans la zone sport avec le retour d'Arthur, bien évidemment. Ciao, ciao Zéphyr.